Lutte contre la traite des personnes au Mali en lien avec la migration. Caritas Suisse vient d'organiser une table ronde sur la question. La rencontre se tient en prélude à l'élaboration des nouveaux plans nationaux de lutte contre la traite des personnes. Il fait chaud, même très chaud, et c'est une période de pic pour certains professionnels. Les revendeurs et réparateurs de ventilateurs, réfrigérateurs et congélateurs se frottent les mains. Le constat de nos reporters dans cette édition. Focus ce soir sur l'école A de Kita. Elle a plus de 140 ans. Ses premiers enseignants étaient des sous-officiers français et ses élèves, les enfants des tirailleurs du fort. Le RTM partage avec vous le souvenir de ce patrimoine éducatif. Nous sommes lundi 24 avril, fidèles téléspectateurs, bonsoir. 13e session du comité exécutif national de l'agriculture. La rencontre présidée par le chef du gouvernement a fait cas de certaines difficultés. Cependant, les résultats sont satisfaisants dans l'ensemble. Le compte rendu de Alousséni Touré. Persistance des parasites nuisibles aux cultures, surtout cotonnières, coût élevé des intrants, insécurité sont autant de paramètres ayant pesé sur le cours de la campagne agricole. Malgré tout, des résultats appréciables ont été enregistrés au titre de la campagne agricole 2023. C'est le lieu de rappeler que la campagne agricole 2022 s'est déroulée dans un contexte particulier, caractérisé par les impacts négatifs des sanctions illégales et inhumaines à l'encontre de notre pays prises par la CEDEAO et l'UEMOA le 9 janvier 2022. Par la restriction budgétaire de l'État consécutive aux effets de dites sanctions. Par l'apparition des insectes appelés jacides, nouveaux ennemis des cultures, notamment le coton, repéré pour la première fois au Mali. Le coût élevé des intrants agricoles suite à la crise russo-ukrainienne. Et enfin, l'insécurité encore présente dans certaines zones de production. Malgré ces contraintes, les principaux résultats de la campagne agricole 2022, hormis le coton, sont satisfaisants car nous notons 10 90 303 tonnes de céréales, 39 700 tonnes de coton graines et 87 949 tonnes de viande rouge, 1 191 722 personnes assistées par la distribution alimentaire gratuite, dont 34 147 000 tonnes de céréales. Outre le bilan de la campagne 2023, le 13e Conseil exécutif national agricole se penche sur la programmation des activités agricoles pour la campagne de 2023 et les projections de 2024 et 2025. L'accent sera mis sur la modernisation et la mécanisation. À cet effet, le gouvernement est engagé à travers la politique de développement agricole pour que, premièrement, les équipements agricoles et de production soient mécanisés, disponibles et accessibles aux producteurs. 2. La gestion de la subvention soit améliorée et il me plaît de constater la volonté du département du monde rural d'engager des réformes en matière de distribution afin de promouvoir l'utilisation d'engrais locaux. Le développement des filières agricoles 3 soit intensifié. Le Premier ministre s'est félicité de l'installation des agropoles dans la périphérie de Bamako et de Koulikoro, mais estime que les autres localités devraient également en être pourvues. La campagne agricole présente se caractérise par un recul de la production cotonnière. Le coton a connu une attaque des ravageurs, des insectes, qu'on appelle les acides. Les produits chimiques qu'on avait au niveau du Mali qui étaient disponibles n'avaient pas d'impact sur le type de jacide que nous avons connu cette année. Donc, au moment où on prenait les dispositions pour lutter, on a essayé d'utiliser plusieurs formes de lutte en essayant d'intensifier les luttes, d'écourter les temps de traitement des champs. Mais malheureusement, on a perdu plus de 25%
des superficies cultivées. Et aussi, cette année, vous savez, il y a eu beaucoup de pluie. Souvent, des champs ont été inondés et cela aussi a contribué à réduire vraiment la production de coton. Les observations et recommandations ainsi formulées seront acheminées au Conseil supérieur de l'agriculture dont la session se tiendra prochainement sous la présidence du chef de l'État. Ce communiqué du gouvernement, le gouvernement de transition suit avec une attention toute particulière la dégradation inquiétante de la situation sécuritaire au Soudan, affectant gravement les conditions de vie des populations, y compris les étrangers qui y résident. Face à cette situation, le gouvernement de la transition a très rapidement mis en place une cellule de crise composée de plusieurs départements ministériels en vue de préserver la sécurité de nos ressortissants vivant au Soudan et d'assurer leur évacuation en toute sûreté. Le gouvernement de transition informe l'opinion nationale qu'à ce jour, une opération d'évacuation de nos compatriotes, y compris le personnel de notre consulat général à Khartoum, est en cours. Tout en exprimant son inquiétude face à la situation politique et sécuritaire au Soudan, le gouvernement de transition invite les deux parties à privilégier le dialogue et la solution pacifique pour le règlement des différends dans l'intérêt suprême du peuple frère de Soudan. Le monde se mobilise demain, 25 avril, contre le paludisme, une maladie qui continue de faire des ravages malgré les efforts des décideurs et des partenaires. Le thème de cette édition est « Il est temps d'atteindre 0 cas de paludisme ». Investir, innover, mettre en œuvre. Je vous propose un extrait du discours du ministre de la Santé et du Développement social. Elle est au micro de Awa Ditma Kamara. Le paludisme reste un problème majeur de santé publique et de développement. Il demeure l'une des premières causes de mortalité en Afrique et frappe plus durement les femmes enceintes et les enfants. Malgré des progrès enregistrés dans la lutte contre la maladie, le tableau est loin d'être reluisant car ce sont des millions de personnes qui sont touchées de par le monde. Selon le rapport 2022 de l'Organisation mondiale de la santé, le nombre de cas de paludisme a été estimé à 247 millions en 2021 contre 245 millions en 2020, soit une hausse de près de 2 millions de cas entre 2020 et 2021. Au Mali, le paludisme constitue la première cause de morbidité, 43%, et de mortalité, 27%, selon les données du système local d'information sanitaire. En 2022, nos établissements de santé ont enregistré 3 771 426 cas confirmés de paludisme, dont 1 197 864 cas graves, avec malheureusement 1498 décès. Pour accentuer les campagnes de sensibilisation, les autorités décident de célébrer l'édition 2023 sous le thème « Il est temps d'atteindre 0 cas de paludisme ». Investir, innover, mettre en œuvre. Un thème qui souligne la nécessité de renforcer les innovations et les investissements pour un meilleur impact de la lutte contre le paludisme. Il vise ainsi à accélérer les progrès accomplis par les pays, notamment ceux en voie d'élimination du paludisme, et à relancer le mouvement mondial. L'espoir renaît donc dans la lutte contre le paludisme. Des essais de vaccins sont développés et le Mali joue un rôle important dans la chaîne. Le ministre Sangaré salue les prouesses des chercheurs maliens. Répondant aux critères d'éligibilité, le gouvernement du Mali, avec l'appui de ses partenaires, a soumis la demande d'acquisition de vaccins contre le paludisme pour l'implémentation de la vaccination au Mali en 2024. L'accent devra être mis sur les stratégies innovantes basées sur le développement de la recherche pour une couverture sanitaire universelle des populations. Et Djeminetou Sangaré de saluer la tenue de la Semaine de la santé et de la protection sociale initiée par les autorités pour renforcer les actions de lutte contre la maladie. Suite aux événements malheureux des communiqués nous sont parvenus, le Haut Conseil des Maliens de l'extérieur, le mouvement pour Assimi international Assimi Kanoumbao, Yerewouro Debout sur les remparts, l'amicale des anciens ambassadeurs et consuls généraux du Mali, l'association Amo Mali, Nebem Fasofe Edoum, le Conseil national de la société civile du Mali, Senas Faso Yere, la Ligue malienne des imams et érudits pour la solidarité islamique, le mouvement Espoir Mali Croix,
le Conseil régional de la société civile, l'association Irganda, le Parti pour l'action civique et patriotique, l'Association pour le renforcement des capacités de l'école de Medersa du cercle de Kangaba, le Rassemblement pour le développement du Mali, l'Association des femmes unies du Rassemblement démocratique africain Mali RDA Mali, le Conseil national des personnes âgées du Mali, le mouvement patriotique Sauvons le Mali, le parti Sirikafoye Damouye, le mouvement populaire pour la consolidation de la démocratie, le Parti malien du travail et de la refondation, le Bureau national des anciens combattants militaires retraités, veuves et victimes de guerre du Mali, l'Alliance Mali-Tanien, le collectif pour la refondation du Mali, Korima, l'Alliance pour la refondation du Mali, Arema, le mouvement Ensemble pour le Mamala, le Parti démocrate communiste du Mali, l'Association des fonctionnaires retraités de la police nationale, le mouvement international du soutien du Mali pour la réussite de la transition, le Parti Lumière du Peuple, l'Association pour le développement de la commune rurale de Bara-Pirelli, le Parti Seni de Faso Yiriwaton, le mouvement Mali Espoir, le collectif intégrateur des Zimouchak et alliés de la région de Tombouctou, l'Association malienne pour la protection et la promotion de la culture Dogon, Guinée-Dogon, la coordination des associations pour la paix, l'entraide et le développement au Mali, le Parti Lumière pour l'Afrique. Tous condamnent avec fermeté ces attaques et présentent leurs condoléances aux parents des victimes et souhaitent prompt rétablissement aux blessés. Ils apportent par ailleurs leur soutien total aux forces armées maliennes dans leur mission de défense et du territoire et de sécurisation des personnes et de leurs biens. Caritas Suisse au Mali et ses partenaires sont résolument engagés dans la lutte contre la traite des personnes au Mali en lien avec la migration. L'organisation vient d'organiser une table ronde sur le sujet. Reportage Jules Sambou-Sissoko. Le lien entre la migration et la traite des personnes est très étroit, un crime en ce qui concerne la deuxième préoccupation. Voilà le centre d'intérêt de Caritas Suisse et ses partenaires, dont le ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, l'Union européenne et l'OIM. La migration dans la région du Sahel est une question complexe qui pose d'importants défis, notamment en termes de contexte sécuritaire, de multiples violations des droits, des besoins en aide humanitaire et des capacités de réponse limitées des acteurs. Pour répondre à ces défis liés à la protection des migrants au Sahel, Caritas Suisse, Ligue Consortium, a lancé en décembre 2020, sur un financement de l'Union européenne, un projet intitulé le projet d'appui à la protection des migrants les plus vulnérables sur les routes migratoires au Sahel. La coordination des interventions des différents acteurs est indispensable pour une meilleure sensibilisation sur le cadre juridique et institutionnel de la lutte contre la traite des personnes au Mali. L'Union européenne est engagée à lutter contre la migration irrégulière et à promouvoir les droits humains. Grâce au Fonds fiduciaire d'urgence, l'Union européenne a aussi pour financer les projets POC, les partenariats opérationnels conjoints, qui a appuyé la brigade de lutte contre la traite et les trafics des êtres humains. La présente activité cadre parfaitement avec les missions du comité, qui sont entre autres l'élaboration et la mise en œuvre du plan d'action national de lutte contre la traite des personnes et des pratiques assimilées, la contribution à la mobilisation des ressources nécessaires à la mise en œuvre des actions de lutte contre la traite des personnes et des pratiques assimilées, le renforcement de capacités des acteurs de la lutte dans le cadre de la prévention, la protection, la poursuite et le partenariat. Les participants ont échangé sur plusieurs aspects du cadre juridique et institutionnel de la lutte contre la traite des personnes au Mali, avec les éclairages des spécialistes du domaine.
La ministre de l'Éducation nationale, Sidibé Dédé Ousmane, a participé la semaine dernière à la rencontre sur l'éducation au Sahel aux États-Unis. Cette rencontre était organisée par la Banque mondiale en marge des assemblées de printemps. La rencontre avait pour objectif de faire le point sur les mesures prises par les pays pour réaliser les objectifs convenus dans la déclaration de Nouakchott et de faire le point sur la préparation du projet régional et rechercher un consensus en ce qui concerne sa conception. Il convient de rappeler que cette rencontre fait suite au sommet des chefs d'État et de gouvernement des 5 pays du Sahel, Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger, Tchad, tenu à Nouakchott en décembre 2021. Un sommet au cours duquel le lancement du livre blanc sur l'éducation au Sahel a eu lieu, ainsi que la signature de la déclaration de Nouakchott traduisant l'engagement commun des chefs d'État à s'attaquer aux défis de l'éducation au Sahel. L'Institut Polytechnique et Rural de Formation et de Recherche appliquée, IPR-IFRA de Katibougou a tenu la 11e session de son conseil d'administration. Le détail avec Diemba Moussa Konati. Le budget pour l'exercice 2022 de l'IPR-IFRA de Katibougou est équilibré en recettes et en dépenses à la somme de 3 369 586 055 francs CFA au cours de cette 11e session ordinaire du conseil d'administration de l'Institut. Les administrateurs et observateurs présents à la rencontre devront présenter, discuter et adopter les dates d'exécution du budget de 2022 et présenter le budget de 2023. Il s'agit de sensibiliser à tous les niveaux les décideurs sur l'importance vitale de l'IPR pour notre pays. Ensuite, faire comprendre qu'il n'y a pas de grande nation sans une recherche d'excellence à la hauteur des défis globaux de notre temps. Il n'y a pas de pays prospère sans une recherche de pointe capable d'aller chercher sur le front des connaissances et les innovations qui constitueront le lit mineur de la croissance du pays. Le domaine de l'IPR-IFRA de Katibougou fait face actuellement à une forte pression foncière alimentée par l'urbanisation rapide de la ville de Koulikoro. Face à cet état de fait, le gouvernement de transition a entrepris des initiatives allant dans le sens de la sécurisation des domaines de l'IPR-IFRA de Katibougou. Par la volonté du président de la transition, chef de l'État, son Excellence le colonel Assimi Goïta, l'IPR a bénéficié d'un appui financier pour sécuriser son domaine par la construction d'un mur de clôture, l'installation de caméras de surveillance, de 2 amphithéâtres de 800 places, de 12 classes à 2 niveaux et de 8 forages équipés déjà fonctionnels. Créé en 1965, l'IPR-IFRA de Katibougou a mis sur le marché de l'emploi à ce jour 14 000 Maliens et près de 2 500 non-maliens provenant de 18 pays africains. Il compte aujourd'hui 3 966 étudiants de 10 nationalités différentes. Un autre conseil d'administration, cette fois-ci de l'Académie malienne des langues. Elle vient de tenir également sa 11e session, le compte rendu de Batraouri. L'Académie malienne des langues est au lendemain d'un exercice budgétaire marqué par des difficultés financières. Pour preuve, le budget annuel de 540 millions de francs CFA a été exécuté à 15% en 2022, ce qui a eu un impact sérieux sur les activités programmées. Malgré un budget en baisse, l'Académie nourrit des ambitions pour l'année 2023. Le budget effectivement de l'année dernière, c'était pratiquement 540 millions. Et cette année, vraiment, pour la prévision, nous avons un budget prévisionnel de 530 millions, compte tenu effectivement des problèmes budgétaires, avec une diminution vraiment de 10 millions. Nous avons effectivement vraiment beaucoup d'activités en cours, mais la grande activité effectivement qui est essentielle pour nous, ça c'est vraiment la traduction de la deuxième partie de la politique linguistique du Mali. En dépit de l'insuffisance budgétaire, des efforts louables ont été faits par l'Amalan conformément à sa mission de promotion des langues nationales. Au jour d'aujourd'hui, grâce au travail technique de l'Amalan, en relation avec toutes les autres structures compétentes, le Mali dispose d'alphabets, de règles de transcription, de lexiques de base et de grammaire de référence pour 12 langues nationales, retenues dans la loi 96-049 du 23 août 1996, portant promotion des langues nationales du Mali.
Elle dispose aussi d'un document de politique linguistique adopté par le gouvernement le 3 décembre 2014. Elle dispose aussi d'une esquisse du schéma directeur d'aménagement linguistique du territoire national et d'un atlas linguistique du Mali. La mise en place d'une commission de dépouillement et l'opérationnalisation des organes de l'Amalan sont entre autres activités réalisées en 2022 à l'Académie malienne des langues. De janvier à décembre 2022, plus de 18 000 personnes ont visité le Musée national. Une information donnée lors de la 33e session du conseil d'administration de la structure. On en sait plus avec Fousseni Tunkara. La direction du Musée national place cette 33e session sous les signes de l'espoir. Espoir fondé sur les acquis enregistrés l'année dernière. On a commencé à avoir des partenariats et à collaborer avec beaucoup de partenaires. Donc ça, ce sont des acquis que nous devrons consolider parce que ces partenariats sont doublement avantageux. Dans le cadre même de la muséologie, on peut organiser beaucoup d'expositions, notamment temporaires, thématiques, sur des sujets qui nous sont communs. De janvier à décembre 2022, plus de 18 000 personnes ont visité le musée national. Une autre prouesse obtenue grâce à une initiative dénommée Visite citoyenne. La visite citoyenne consiste à envoyer des correspondances dans les structures étatiques, privées, pour demander de venir visiter le musée. Parce qu'on a constaté que les Maliens ne viennent pas souvent au musée. Donc c'est une initiative qui permet aux Maliens de venir visiter le musée, de voir le patrimoine, de dialoguer avec leur culture. Informés de ces acquis, ces administrateurs sont invités à réfléchir sur comment les préserver. Ils portent aussi un regard sur le budget envisagé pour mener à bien les activités qui seront planifiées pour cette année. Le budget 2023 du Musée national du Mali est orienté vers des priorités définies en tenant compte de la disponibilité des ressources. Il répond aux objectifs du programme d'activité soumis à votre appréciation. À cela, il est arrêté en recettes et en dépenses à la somme de 806 792 984 francs CFA contre 655 102 107 francs CFA en 2022, soit une augmentation de 23,15% par rapport à l'année globale de 2022. À la fin de ses propos, le secrétaire général du département de la culture a exhorté la direction du Musée national à plus de dynamisme et d'innovation afin que le Musée national trouve son lustre d'antan. Il fait chaud, même très chaud. Et c'est en cette période que certaines personnes se frottent bien les mains. C'est le cas des revendeurs et réparateurs de ventilateurs, réfrigérateurs et congélateurs. Nos reporters Ibrahim Kaoukounate et Sambou Dakité sont allés faire le constat sur le terrain suivant. Pendant cette période de forte chaleur, où la température varie entre 38 et 40 degrés à Bamako, l'utilisation des appareils électroménagers comme l'humidificateur, les ventilateurs, réfrigérateurs, congélateurs ou climatiseurs devient indispensable. D'où l'intervention de ces réparateurs. En période de chaleur, les gens ont besoin de fraîcheur. Ils demandent beaucoup d'eau glacée, ce qui fait que nous réparons couramment les fontaines. Souvent, nous modifions même les frigos et les congélateurs pour que ça soit plus rapide et plus rentable. Moi, je répare les ventilos ainsi que les humidificateurs. Les raisons qui font que ça se gâte sont multiples, souvent par mauvaise manipulation ou par baisse de tension d'électricité, mais c'est réparable. C'est pratiquement la période idéale pour les réparateurs de se frotter les mains. Les appareils que nous vendons marchent surtout en période de chaleur. Cette année, le marché est lent, tout simplement parce que les gens n'ont pas d'argent. Je pense que pratiquement ça va beaucoup. Ça va sur le plan du travail, ça va. Moi, c'est défend. Dieu merci. C'est un métier vraiment qui rapporte beaucoup. C'est une occasion que je lance un appel pour tous les enfants de venir apprendre le rebobinage. C'est un bon métier. Malgré l'abondance du marché,
les difficultés existent. Ce qui nous fatigue beaucoup, souvent les clients viennent déposer les ventilos pendant des mois. Mais quand la chaleur commence seulement, ils viendront se présenter. Cependant, les dépanneurs, revendeurs et réparateurs d'appareils électroménagers profiteraient pleinement. C'est un secteur porteur qui doit être beaucoup plus valorisé et encadré. Je le disais dans le sommaire, focus dans ce journal sur l'une des premières écoles du Mali. Il s'agit du second cycle de Kita, communément appelé École A. Créée en 1881, l'école avait comme premier enseignant des sous-officiers français et ses élèves étaient les enfants des tirailleurs du fort. Plus de 140 ans après, quels souvenirs à partager ou encore qu'est-ce que ce patrimoine représente pour l'opinion à Kita? Des éléments de réponse dans ce dossier signé Mahamadi Alioubari. La création du second cycle A de Kita remonte en 1881 au quartier Sebgouni au centre-ville de Kita. À son ouverture avec le nom École A au lendemain de l'occupation française de la ville de Kita entre 1881 et 1884, les cours étaient dispensés par les militaires français. Place de l'indépendance là. Avant la construction de l'école A, vers la place de l'indépendance était construite une école dite école des nègres pour préparer les interprètes au français approximatif. C'est eux qui étaient préparés pour traduire le langage des Blancs pour les autres. Toi, il a dit, moi qui ai un bon physique, toi tu es bon physique. Moi manger, toi manger. Olu tumbo kalan, wo mugo de tumbeta, kata isigi to blanc koro, frafin be kam fo kala kali. L'école A est une vieille école héritière du temps colonial. Elle fut créée en 1881 par le capitaine Petri qui voulait s'exprimer et se faire comprendre avec les autochtones. Sous l'école primaire élémentaire indigène, un important contingent d'élèves était fourni par les tirailleurs du fort sous l'autorité du capitaine français Petri. 1881 intéressait surtout les enfants du village de Kita. Selon plusieurs récits, l'officier Petri désirait en faire des pionniers de 1881, influence française. Les élèves qui ont été formés ici depuis le temps colonial jusqu'à l'indépendance, alors je peux retenir comme Mamil Sidibé, Tchéoulian Konaté, il y a Anatole Sangaré, ensuite Mamadou Madera Keïta. Ils sont nombreux. Dans les années 1885 à 1904, l'école coloniale connaît ses premières mutations avec le transfert de l'école du fort à son emplacement actuel sous le leadership des pères blancs aux ordres d'Archinard. Et c'est entre 1924 et 1925 que l'école A prend le statut de l'école régionale avec 3 classes et 2 divisions chacune. À l'image du système éducatif national, l'école A de Kita a subi la réforme de l'enseignement de 1962, 2 ans après l'indépendance du Mali. Cette grande réforme sous le président Modibo Keïta changera les structures héritières du régime colonial, ce qui rendit mixte toutes les écoles de la République. Plusieurs responsables se sont succédés dans la gestion du patrimoine colonial. Parmi ceux-ci se trouve François Barbouzier le premier. Ensuite, ce fut le tour de Pierre Monzon. Après Pierre Monzon, il y a eu Gérald Djigijalo. Après celui-là, il y a eu Tcheman Koulibaly. Après Tcheman, il y a eu Bagadjala Keïta. Il y a Bala Sissoko. Cette école a connu plusieurs mutations. Elle a ouvert ses portes en 1881. Donc, de 1881 à 1884, elle s'appelait l'école régimentaire et l'enseignement était donné par des sous-officiers français.
L'histoire de l'école A de Kita constitue un repère pour la nouvelle génération et au regard de l'engagement des autorités actuelles du pays, des efforts sont engagés et soutenus pour un système éducatif plus performant. C'est à partir de 1993, à nos jours, l'école est devenue école fondamentale second cycle A de Kita. L'appel que j'ai à lancer, c'est vraiment un cri de cœur. SOS, parce que cette école-là s'effondre. Elle est presque exiguë. Les élèves sont dans les salles de classe qui sont très mal aérées. L'école a besoin d'une réhabilitation. Ce qui est frappant, c'est l'architecture. C'est une très vieille architecture faite en terre, en semi-dur, mais qui continue à résister au temps et qui mérite d'être préservée, qui mérite d'être réhabilitée et qui mérite même d'être renforcée. Et c'est là pour les raisons que de très grands cadres de ces pays, donc de la région de Kita, sont passés par cette école. Nous n'allons pas tous les citer, mais ils sont très nombreux. Donc c'est l'occasion que toutes ces sommités qui sont parties de cette école pensent à cette école. Le second cycle A de Kita, un patrimoine historique pour le Mali et la sous-région, a formé plusieurs hauts cadres soudanais comme les Simbo Keïta, Mamadou Madjere Keïta, Oumar Ly, entre autres. Toujours à l'intérieur du pays, la ville de Sikasso va bientôt accueillir des invités de plus de 20 pays, dont le Burkina Faso, le Sénégal et la Guinée. C'est à la faveur de la première journée nationale de la pomme de terre prévue les 28 et 29 avril prochains. Un prélude au lancement de cette journée, le président de l'interprofession pomme de terre au Mali donne quelques explications sur les enjeux de cette première édition. Abdul Karim Konastanogo est au micro de Moustapha Doumbia et Amadou Dolo. Cette journée nationale est adossée à un plan stratégique national adopté par le gouvernement du Mali et l'interprofession. Et pour ce faire, la vision de l'interprofession, c'est d'avoir 1 million de tonnes de pommes de terre de consommation et de produire la semence locale malienne Made in Mali de 2000 tonnes à l'horizon 2026. Et pour ce faire, nous avons des thèmes pointus dans ces journées. C'est les 28 et 29 avril à Sikasso, où, il faut le dire, Sikasso sera baptisé capitale de la pomme de terre du Mali et de l'espace UEMOA. Parce qu'il faut le reconnaître, nous sommes premiers dans l'espace UEMOA en termes de production de pommes de terre de consommation pour à peu près 500 000 tonnes. Et les thèmes pointus sont les suivants. Nous avons le premier facteur qui est lié à la multiplication de semences nationales où la semence, comme vous le savez, constitue 40% déjà du rendement. Donc il faut de la semence saine. Et le deuxième enjeu est lié à la conservation qui est capitale parce que nous perdons à peu près 24% de notre production post-récolte chaque année et cela nous coûte à peu près 13 milliards de CFA en termes de coûts de revient. Et le troisième thème pointu, c'est lié au changement climatique. Et le quatrième est transversal, c'est lié à la problématique du financement de la filière et des acteurs en général, parce que sans argent, vraiment rien ne se crée. Au moins 5 pays seront au rendez-vous. Vous avez naturellement le Burkina qui est un partenaire privilégié, la Côte d'Ivoire, et le Sénégal, la Mauritanie, la Guinée-Conakry, le Bénin, le Togo et même le Niger. Remise à Bafoulabé d'équipements au comité des femmes utilisatrices des services de santé et au lycée public. Compte rendu Kabadjara. Le projet Yélin vient une fois de plus d'honorer ses engagements à travers cette remise de dons composée d'une pirogue motorisée au comité des femmes utilisatrices des services de santé SEFI de Bafoulabé et une photocopieuse multifonctionnelle de Marc Cano au lycée de la même localité. Cette pirogue s'appelle désormais pirogue de sauvetage Kisikouloum. C'est vrai qu'elle est pour le comité des femmes utilisatrices des services de santé. Mais elle facilitera aussi et surtout à transporter les femmes enceintes de la localité. Je voudrais rappeler que les femmes du CFU ont soulevé le besoin d'avoir une pirogue afin de faciliter le transport des femmes en situation de complications obstétricales ou de nouveau-nés. Quant au lycée, le besoin a été exprimé lors de la cérémonie de lancement du projet
pilote qu'il a dit. Et donc, nous avons accepté aussi de leur fournir une photocopieuse. Chacune de ces donations répond à un besoin réel exprimé par les bénéficiaires. Ainsi donc, la PINAS permettra d'assurer permanemment l'accessibilité des femmes enceintes aux services de santé pour une prise en charge adéquate. Quant à la photocopieuse, son importance n'est plus à démontrer pour un lycée, pour lequel elle constitue un outil indispensable. Rappelons que ce projet a pour objectif de contribuer à la transformation des rapports inégaux entre les genres en matière de santé et droits sexuels et reproductifs des femmes et des adolescentes dans 7 districts à travers la sensibilisation, le renforcement des capacités des agents sociosanitaires, entre autres. La section syndicale des douanes du Mali est la seule reconnue par l'UNTM, n'a point déposé un préavis de grève. Au contraire, elle reste concentrée sur les objectifs assignés par le ministre de tutelle en termes de contribution au budget national en ces moments de défi pour le Mali. Ces mots sont des responsables syndicalistes et c'était à l'occasion d'une conférence de presse ce matin. Jules Sambou Sissoko. Le syndicat national des douanes Syntad, affilié à l'UNTM, n'a pas déposé un préavis de grève. Mieux, il est monté au créneau à travers une conférence de presse pour couper court aux rumeurs et fausses informations de grève annoncées au sein de la section nationale des douanes, les soldats de l'économie malienne. Je précise, nous n'avons jamais déposé un préavis de grève et nous ne sommes ni de près ni de loin associés à ce préavis de grève. Les rumeurs de grève sont des agissements de certains agents relatifs à un décret qui régit le port du galon au sein des douanes selon les conférenciers. Tout est parti de la modification du décret du 31 janvier 2013. C'est ce décret qui a servi de prétexte à tous ces agissements que vous constatez aujourd'hui. Il s'agit d'un décret qui réglemente le port du galon au niveau de l'administration des douanes. Mais bien avant ce décret, il y avait la loi de 1982 qui réglementait le port du galon au niveau de la douane. En réponse aux questions des hommes de médias, les conférenciers ont indiqué que le plan de carrière est le cheval de bataille du syndicat qui a un rôle de formation et de sensibilisation des travailleurs au moment où le pays fait face à des défis complexes, des défis qui nous appellent à l'union sacrée dans l'intérêt supérieur de la nation. Le syndicat national des douanes a également rappelé que la fonction prime sur les grades chez les soldats de l'économie nationale. Un prélude aux festivités de la première édition du festival Siriwere Finou, prévu les 28, 29 et 30 avril 2023, les responsables de l'association Synergie Nabouyo, initiateurs de l'événement, ont animé une conférence de presse. Ils ont fait le point des préparatifs et annoncé les activités programmées. Le commentaire de Mohamed Sangari. Cette conférence de presse est animée par le président de l'association Synergie Nabouyo et son équipe. Il annonce les couleurs de la première édition du festival Siriwere Finou sous le thème Parenté et plaisanterie, facteurs de la paix et de la cohésion sociale. Un événement fédérateur avec toutes les ethnies du pays autour de la culture pour un retour à nos sources. Ce retour à la source est l'un des pans essentiels de notre sécurité et de notre vivre ensemble. C'est pourquoi nous le dénommons Festival Siriwere Finou. Il se veut un lieu pour résoudre, sinon recoudre, le tissu social malien et redécouvrir nos valeurs sociales ancestrales et voir quel était le vrai ciment, la cohésion sociale de l'unité du Malien. Ces rendez-vous de brassage de la culture malienne consistent à promouvoir le vivre ensemble, ce qui dénote de la richesse du patrimoine culturel du Mali. Cet événement grandiose se déroulera avec au programme des foires d'exposition, des panels sur le thème parenté à plaisanterie, facteur de paix et de cohésion sociale. L'initiative du festival Siriwere Finou est de contribuer à la refondation des Mali nouveaux à travers la culture. Clôture de l'atelier de rencontre et de plaidoyer entre leaders religieux, certains membres du CNT et d'autres personnes engagées dans la lutte contre les violences basées sur le genre. Reportage Salmou Konati.
Après 3 jours de renforcement sur les questions de genre, les acteurs engagés dans la lutte contre les VBG, les leaders religieux et quelques membres du CNT ont formulé des recommandations pour une compréhension commune des concepts de genre et des VBG. Faire la promotion des structures de prise en charge des violences basées sur le genre, renforcer la capacité des acteurs, c'est-à-dire les élus locaux et autres leaders communautaires, sur les thématiques des mariages d'enfants, de l'excision et de l'autonomisation des femmes et des filles. Faire les plaidoyers pour la prise en charge des thématiques mariage d'enfants, excision, scolarisation des filles dans les pays secs. Ensuite, vulgariser les textes de l'État sur la scolarisation des filles et les argumentaires de l'Alliance des leaders religieux musulmans et chrétiens pour l'abandon des violences basées sur le genre. Les recommandations issues de ces 3 jours de plaidoyer nous permettent vraiment de bien atteindre nos objectifs. Nous avançons timidement, mais nous avançons quand même. Donc des progrès ont été réalisés. Nous allons fédérer nos actions ensemble. Après cet atelier, une synergie d'action sera créée pour l'atteinte des objectifs. Objectif qui n'est d'autre, 0 VBG dans les jours à venir. Cette initiative du réseau des groupes de défense des droits des femmes et filles en partenariat avec l'ONU Femmes a été également une occasion pour les participants de comprendre les textes signés et ratifiés par le Mali dans la lutte contre les violences faites aux femmes. Point Covid. Ce 24 avril 2023, les services de santé ont enregistré 0 cas positifs sur 117 tests réalisés, 0 patients guéris, 0 décès. Actuellement, 5 personnes sont sous traitement. Pour vous protéger et protéger les autres, suivez les mesures de prévention et faites-vous vacciner. Le mois du Ramadan est terminé. L'heure est maintenant à la reprise des habitudes alimentaires. Cette transition du jeûne à un rythme alimentaire normal pourrait perturber le système digestif et l'organisme de manière générale si elle n'est pas faite de façon contrôlée. Mais comment s'y prendre? Pour en savoir, Baraki Sawatara est allé prendre conseil chez un nutritionniste pour Focus Santé. C'est une rediffusion. Durant le mois de Ramadan, tout notre rythme alimentaire est chamboulé. Les horreurs et la nature des aliments consommés subissent un changement. De 3 repas par jour, on se retrouve avec une ration alimentaire beaucoup plus réduite. Reprendre sa routine alimentaire normale après un mois de jeûne doit donc se faire de façon progressive et en douceur. Le premier jour même, après le Ramadan, qui est le jour de la fête, on doit commencer l'alimentation avec des repas légers, c'est-à-dire le matin, on doit prendre juste un peu de Lipton ou de quinquilibre accompagné du pain. On doit éviter le gras le matin et on doit attendre jusqu'à midi. Mais avant midi, ici on a fait, on peut prendre un peu de fruits. À midi aussi, du fait qu'il y a beaucoup de viande, il faut qu'on mange un peu. Sinon, si on prend beaucoup de viande, ça peut entraîner aussi des troubles digestifs à base de nausées, de vomissements, de diarrhée ou bien de ballonnement. Autrement dit, il faut éviter de faire le trop-plein dès les premiers jours, car selon les spécialistes, le ramadan est un moyen naturel de détoxifier et régénérer l'organisme. En général, il y a des gens, après avoir passé un mois sans manger pendant la journée, juste après le ramadan, ils se disent que le poids perdu, qui vont essayer de récupérer ça plus tôt. Étant donné que l'objectif du mois de Ramadan, vraiment c'est bénéfique pour notre santé, parce que le poids c'est le premier élément de l'homme. Le poids qu'on a perdu, on doit essayer de maintenir ça et à ne pas regagner encore ce poids. Durant cette période transitoire du jeûne à un rythme alimentaire normal, la patience doit être de mise, car il est important de donner le temps à l'organisme de s'adapter tout doucement. Parce que de fait, on a fait un mois sans un régime équilibré. On doit faire une adaptation, mais de façon progressive, pour que l'organisme puisse s'adapter petit à petit, pour éviter les troubles digestifs. Une routine alimentaire bien dosée, oui, mais sans oublier de s'hydrater régulièrement et de pratiquer une activité physique régulière. En cette période de grosse chaleur, de boire beaucoup d'eau et éviter la déshydratation. Essayer de planifier leurs activités, soit le matin de bonne heure ou bien le soir, et aussi se réhydrater avec de l'eau tout le temps. Et ceux qui ont l'accès aux climatisations, de profiter de cette faveur
Certes, la tentation sera grande, mais il serait une très mauvaise idée de vouloir récupérer un mois d'alimentation en un seul jour. Page noire. Décédé samedi à la suite d'un accident d'hélicoptère à Missabougou ainsi que 2 de ses instructeurs présents au Mali depuis 2016. Le lieutenant Mamadou Fofana a été accompagné aujourd'hui à sa dernière demeure. À la demande du partenaire, les dépouilles des instructeurs seront rapatriées dans leur pays d'origine. Les obsèques se sont déroulées à la base 100 de l'état-major de l'armée de l'air. Ali Djoumatina. Place d'armes bassin de l'état-major de l'armée de l'air. Officiers, sous-officiers, militaires du rang, parents et amis ont rendu un dernier hommage au lieutenant Mamadou Fofana, pilote décédé samedi à la suite d'un accident d'hélicoptère Mi-24 survenu à Missabougou. Le jeune Mamadou Fofana a été incorporé comme engagé volontaire à l'armée des terres en 2013. Remarqué pour ses qualités de meneur d'hommes, il sera affecté à l'armée de l'air à la base aérienne 101 Sénou. Peu après, il commencera des formations très poussées dans des écoles de formation d'officiers et de pilotes en Russie pour une durée de 6 ans. Dévoué au travail, Mamadou Fofana devient lieutenant en 2020 et occupait la fonction d'adjoint au chef d'escale aérienne, la base 101 de Sénou jusqu'à ses jours tragiques avec 2 de ses instructeurs. Lieutenant Mamadou Fofana de la base aérienne 101 de Sénou. Durant son séjour à l'armée de terre, le lieutenant Mamadou Fofana a suivi plusieurs formations militaires, y compris la formation de tireurs d'élite. Dans le cadre des opérations, il a participé à l'opération Badenko au compte du GTA Sigui. C'est finalement ce samedi 22 avril 2023, à la suite d'un accident d'hélicoptère sur Bamako, que Dieu, le Tout-Puissant, dans sa miséricorde, l'arracha à notre affection. Le jeune pilote d'hélicoptère décédé en martyr dans l'exercice de son travail a été décoré par le ministre de la Défense et des anciens combattants au nom du président de la transition, chef suprême des armées, chevalier de l'ordre national à titre posthume et médaille de la croix de la valeur militaire. Ils ont sacrifié leur vie pour en sauver d'autres. Grâce à leur courage, des milliers d'âmes continueront à goûter aux délices de la vie sur cette terre et contribueront à la reconstruction d'une paix durable pour notre pays. À sa famille, à ses compagnons d'armes, je présente les condoléances au nom du président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées. Je voudrais avoir aussi une pensée pour tous les militaires, tous les civils qui ont perdu la vie dans les derniers événements. Quant aux représentants de la famille du défunt, Sungo Fane, il a salué l'engagement et la mobilisation des autorités et du peuple malien. Marié seulement il y a 3 mois, le lieutenant Mamadou Fofana laisse derrière lui une veuve. Parents, amis, la grande famille des aviateurs des forces armées maliennes et du peuple malien dans son ensemble. Il repose désormais au cimetière d'Amdalaï. Que son âme repose en paix. C'est tout pour ce soir. Merci de votre fidélité. Bonne suite de programme sur l'ERTM. Bonsoir.